Alors bonsoir, merci à tous d'être ici présents ce soir. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette table ronde en lien avec l'exposition de photographie Gabbar Silazy, Le monde de l'art à Montréal, 1960-1980. Afin de discuter et d'échanger sur l'influence de Gabbar Silazy et d'autres photographes issus de l'immigration, nous recevons aujourd'hui 3 spécialistes de la photographie québécoise et de l'histoire, ainsi qu'un animateur qui animera la soirée. Ainsi qu'une photographe américaine installée à Montréal depuis quelques décennies. Veuillez noter que la présentation de ce soir sera bilingue. Please note that today's activity is bilingual. It's a discussion about the influence of photographer Gabbar Silazy, and you are invited to participate in the question period in both languages after the discussion. Je vais vous présenter tous nos invités de ce soir. Alors, Zoé Tousignan est historienne et une commissaire spécialisée de la photographie canadienne. Elle détient un doctorat en histoire de l'art de l'Université Concordia et une maîtrise en muséologie de l'Université de Leeds au Royaume-Uni. Elle occupe actuellement le poste d'adjointe à la conservation de la collection de photographie du Musée McCord. Outre l'exposition Gabbar Silazy, Le monde de l'art, ses projets de commissariat récents incluent l'expo Campo Carrière Clément, Accumulation, présentée à la Galerie Simon Blais en 2015. Ses essais ont été publiés dans Ciel Variable, Canadian Art, Archivaria et plus encore. Elle a travaillé comme adjointe à la direction de la publication sur le livre Notman, photographe visionnaire, publié par le Musée McCord et Arzan en 2016. Martha Langford is Research Chair and Director of the Gail and Stephen A. Jarivlowski Institute for Studies in Canadian Art and a Professor of Art History at Concordia University in Montreal. She has written numerous books, chapters, and articles on photographic memory, imagination, and experience. Her doctoral thesis was a groundbreaking study of photography and orality, based on the important collection of photographic albums held by the Notman Photographic Archives. In 2001, the study became a book, Suspended Conversation, The Afterlife of Memory in Photographic Albums, which is still available at the museum bookstore. Langford's most recent publication is an edited collection called Natives Unfolding, National Art History in an Unfinished World. Clara Gucci was born in St. Louis, Missouri, and lives and works in Montreal. She is a photographer and critic and teaches photography at Concordia University and Champlain College. Her work has been exhibited in many public and private galleries in North America and Europe, including the Galerie Optica in Montreal, Le Château d'Eau in Toulouse, and the Center for Creative Photography in Tucson. Clara Gucci's art is also part of many public and private collections, such as the Canadian Centre for Architecture, the Canadian Museum of Contemporary Photography, the National Gallery of Canada. Clara Gucci uses large format photographies to explore either personal relationships or cultural values. She takes a real interest in the relations between people, spaces, and emotions. A relevant example is the Sister and Coven series, where she explored the world of cloistered nuns and combined portraitures and interior scenes. Enfin, je vous présente Michel Hardy-Vallée, qui animera la table ronde. Il est doctorant en histoire de l'art à l'Université Concordia. Sa thèse en cours s'intéresse au livre photographique de 1973, Open Passport, du Montréalais John Max, en tant qu'œuvre majeure permettant d'interroger l'histoire de la photographie artistique au sein d'une écologie de médias qui comprend la page, la galerie et l'écran. Il est diplômé de l'Université McGill en littérature anglaise et travaille dans l'édition pour le réseau collégial québécois. Il a publié et donné des conférences sur John Max, la sémiotique visuelle, la bande dessinée, le livre de photographie, l'histoire de la photographie québécoise, ainsi que l'essai photographique. Alors, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Avant de passer la parole aux invités qui vont nous entretenir autour de l'influence de Gabbar Silazy et d'autres photographes, je tiens vraiment à les remercier de leur présence ce soir et de tout le temps qu'ils ont mis à la préparation de la table ronde de ce soir. Je vous invite aussi à voir ou à revoir l'exposition Gabbar Silazy qui est présentée jusqu'au 29 avril ici. Et je tiens bien sûr à souligner la présence de Gabbar Silazy parmi nous ce soir. Ça nous fait un grand honneur qu'il soit ici encore une fois au Musée McCord. Merci et maintenant je passe la parole à Michel Vallée. Merci.
Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. La discussion que nous aurons au courant de la prochaine heure prend ses racines dans la vie et dans l'œuvre de Gabor Silési. Mais plutôt que de nous concentrer seulement sur celui-ci, nous allons également emprunter, comme disait Serge Bouchard, un chemin de travers. C'est-à-dire que nos invités ici vont échanger également sur le contexte plus large dans lequel on peut comprendre l'œuvre de Gabor Silési, en particulier sur les rapports qu'entretient la photographie québécoise avec les immigrants. À cet égard, Gabor Silési est une personne qui offre ample matière à réflexion. Tout d'abord parce qu'il est arrivé au Québec avec un bagage, avec une éducation, une vision déjà formée en partie par son pays d'origine. Mais à l'expérience hongroise, s'est également développée une expérience canadienne, québécoise et montréalaise, ainsi qu'une professionnalisation qui s'est effectuée ici. On pourrait ajouter aussi peut-être un peu, dans un certain sens, un changement de nom, c'est-à-dire qu'on est passé de Gabor Szilási à Gabor Silési. Au Québec, on parle de Gabor Silési. Mon hongrois est peut-être pas parfait, mais Gabor a contribué à des projets trop nombreux pour être tous énumérés, mais on peut cependant les rattacher aux principales sphères d'activité des photographes. On compte parmi les projets gouvernementaux, les commandes privées, le travail pour les magazines, le portrait, l'enseignement, la pige, l'implication communautaire, l'exposition en galerie ainsi que la publication. Ces photos ont été tant des fins que des moyens, pour lui-même et pour les autres. En ce sens, il a contribué à, tout comme il a appris de, la société québécoise. Plus encore, il en est constitutif. Son travail comme mentor, comme éducateur, ou comme figure paternelle contre laquelle se rebeller, fait de lui une partie du tissu de la photographie québécoise. Donc, c'est donc parce que Gabor Silési a une réception que nous sommes ici ce soir. Il n'est donc pas un mythique génie ignoré et oublié, bien au contraire. C'est parce qu'il y a une chaîne, un réseau de transmission de son travail et de ses idées, dont l'exposition du McCord et l'événement de ce soir font partie, que Gabor Silési existe et que tous les autres artistes photographes existent, même ceux qu'on prétend oublier. Comme Marielle Houssel disait tantôt, j'ai moi-même passé jusqu'à maintenant un certain temps lors de ma recherche doctorale, bientôt terminée, à documenter un photographe québécois, issu d'une famille d'immigrants ukrainiens que certains avaient consigné à l'oubli, John Max, que vous voyez ici, de dos, prenant une photo de Michel Campeau, pendant que Roger Charbonneau prend une photo de la scène et que l'ensemble est immortalisé par Gabor Silési. Et le premier constat que j'ai dû faire, c'était, après m'être posé la question, mais qu'est-ce qui est devenu? Pourquoi? La première réponse que j'ai eue, c'était, mais en fait, tout le monde le connaissait. Et si vous êtes même attentif à l'exposition qui est en haut, vous le trouverez sur 3 photos différentes de l'exposition. Et la photo ici, je l'ai choisie en partie parce que je pense qu'elle exprime quelque chose de très fondamental, en fait, dans la réception et la transmission d'une œuvre, c'est le rôle des gens et c'est aussi le rôle de l'interprétation. C'est-à-dire qu'un artiste interprète le travail des autres personnes, comme le public aussi interprète le travail d'un artiste, le comprend, l'assimile. Si on revient un instant à la question de l'immigration, il faut distinguer dans notre histoire récente 2 grands moments. Tout d'abord, il y a une première vague de population européenne qui a été déplacée pendant la première moitié du 20e siècle par l'économie, les guerres, la politique. Et dans les années 60, un peu comme corollaire à cette vague, on voit aussi une recrudescence de l'immigration en provenance des États-Unis. Mais suite à l'autonomie qui a été ultimement acquise en 1978 par le Québec pour sa politique migratoire, on distingue une deuxième grande vague d'immigration qui est constituée principalement des populations africaines, asiatiques, mais aussi sud-américaines et caribéennes. Gabor Silési fait partie un peu des dernières années de la première vague. Dans un autre contexte, on pourrait penser à quelqu'un comme Dany Laferrière ou Kim Thuy pour des exemples de la seconde vague. Donc, un peu à cause de son autonomie en matière d'immigration, le Québec est une province à part. Il est aussi une province à part par la particularité de son histoire et de la présence d'un projet national.
Mais le Québec est tout aussi partie intégrante de l'espace nord-américain. Sa culture dominante s'inspire des deux rives de l'Atlantique. Donc, on peut se questionner en se disant, quelles oreilles, pourrait-on dire, le Québec du milieu de la photographie a-t-il tendu à la population immigrante? Quelles mains a-t-il offertes? Puis, finalement, quelle est la forme du monde qui s'est constituée au sein de la photographie québécoise dans le rapport entre les gens issus d'une culture dominante et les gens issus de l'immigration? Faire une brève citation historique, Joachim du Bellay, poète français de la Renaissance, dans sa défense et illustration de la langue française, illustrait bien pour la littérature le rapport qui existe entre les artistes. Donc ici, je parlais d'interprétation. La métaphore de du Bellay était de dire que plutôt que d'imiter de manière méticuleuse les anciens, il fallait d'une certaine manière les incorporer ou les digérer. Donc, en s'interprétant mutuellement, les photographes nés au Québec, les photographes issus de l'immigration, ont tissé tout un ensemble de liens qu'on va tenter d'explorer ce soir en gardant le focus sur l'expérience concrète de Gabor Szilasi. Mais nous, en tant que public, peut-être qu'on sait peu de choses à ce sujet simplement parce que ces rapports-là sont de l'ordre de l'implicite, sont de l'ordre de la pratique, sont de l'ordre du non-dit et surtout de la quotidienneté des photographes. Donc, pour pouvoir penser cet échange entre photographes, pour pouvoir penser ce monde, puis débuter la discussion, j'aimerais laisser le micro à Clara. Hello everybody. Merci d'être venu ce soir. Je souhaite vous adresser la parole en français pour quelques phrases avant de continuer en anglais. En parlant français, je fais face à ma place d'immigrante en relation avec la société québécoise. Je souligne ainsi ma perspective personnelle de perpétuelle étrangère. Et c'est ce dépaysement que j'apporte à cette discussion. Lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, je lis dans ses yeux la question « D'où venez-vous » In 1970, I came to Montreal from the Midwest of the United States. I grew up in a middle-class university community. In 1957, Gabor came with his father, Shandor, to Halifax, then Quebec City, and finally to Montreal in 1959. Shandor lived with Gabor, Doreen, and Andrea until he passed away in 1975. I'm going to start with the first. Okay. Gabor grew up in a bourgeois family. Their magnificent home, located in a choice area of Budapest, was bombed by the Allied forces, I believe in 1944. I visited Gabor last Friday to refresh my recollection of what he had told me over the years about his childhood and early adulthood in Budapest. Gabor recounted the sadness of his father, Shandor, who had endured in the space of a few years the loss of his daughter, Andrea, then Gabor's younger brother, Janos, to illness, and his wife, Gabor's mother, Erzsébet Benedek, was deported. Gabor and Shandor applied as Hungarian refugees to be relocated in either Sweden or Canada. Gabor said he could now be speaking Swedish if the Canadian application had not been approved first. Rupture with your past is a defining reality for any immigrant. Opposition to the Vietnam War propelled me to leave the United States to join David Miller, who's here, who had moved to Montreal from St. Louis in 1967. And he took this photograph. This is the 1967 March on Washington, D.C. against the Vietnam War, and we were both there. However, if you are lucky, that rupture can provide opportunity.
I would not have spent my life as an artist if I had stayed in the United States. Reflecting on the immigrant experience makes me think about the path not taken in life, whether by choice or because the force of political conditions imposed the change of plans. Gabor had been studying to become a doctor before he made his first attempt to escape in 1949. He was caught at the border and sentenced to 5 months in prison. Now persona non grata and ineligible for medical school, Gabor started to photograph Budapest locations and his friends. He discovered the work of Henri Cartier-Bresson and André Kertész and Richard Avedon in the library of the Alliance Française, where he was taking French courses. Gabor considers these two photographs are part of a series he did. He considers the photographs he made during the 1956 uprising to be his first in-depth and coherent project. He used a Zorky rangefinder camera, a Russian knockoff of the Leica. What I believe is less evident in the lives of immigrants is the continuity of social, cultural, and material expectations. I propose that the immigrant tends to replicate the life you knew in your native land. This photograph of the Szalasi family downtown Budapest apartment is similar to another interior photograph which Gabor showed to me and David years ago. The opulence made a deep impression. Gabor's family enjoyed material comfort and cultural sophistication. I find it altogether unsurprising that Gabor would attend concerts, visit art museums, and befriend musicians and artists in Montreal. This is another photograph that Gabor took of the musical group that he was part of in Hungary, in the vicinity of Budapest. The immigrants' creation of a social network of friends and family is an intentional act of recreation, and Gabor, as we know, is very, very sociable. Zoe's exhibition presents the viewer with a portrait of Gabor that expresses his fascination with people. The exhibition also places a spotlight on how the immigrant embodies a dual perspective born of living in two cultures that is engaged and analytical at the same time. I would sometimes notice Gabor photographing at the different vernissages that are upstairs in the exhibition, and if I caught his eye, he would chuckle. I had the sense of watching someone who was watching. And I had asked to use the slide that Michel already presented as an illustration at that particular point I was making. That stepping back and noticing with insight what others might not see is characteristic of the immigrant's position in his adoptive society. After my visit with Gabor at his home last Friday, I spent the rest of the day in a state of marvel at his fortitude, vitality, and optimism. I end with a self-portrait Gabor made in the vicinity of Budapest in the mid-1950s. Gabor is gifted with a sense of humor, which he has offered to us through his photographs. Thank you. Well, Clara, I'm delighted that somebody's done some history here. C'était absolument excellent parce que c'est pas ça du tout que je veux faire. Alors voilà. Alors on s'est consulté. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, si vous n'avez pas eu le temps de voir, ou peut-être juste pour une ouverture à mes pensées ce soir, c'est deux petits morceaux des vidéos qui sont en haut. Donc, en premier, je pense que nous avons choisi de vous montrer un petit morceau d'une vidéo de Romain Guelch. Oui, c'est beau. Et le deuxième morceau, beaucoup plus court, vient du travail de Zoe Tousignan qu'il a fait pour l'exposition de Gabor. Donc, je pense que je vais vous laisser voir et je vais vous parler un petit peu par après.
Alors, je vais te montrer les 13 photos. Ils sont... OK? Ah, elles sont mises. Oh non, attends, elles sont très bien. Oh, oui. Celle-là est formidable. Franck. Oui, oui. Ouais, ça, c'est vraiment funkien. Ouais. Ça aussi, à la limite. Ouais. Mais ça, c'est formidable. Oui, oui. Ça, semblable, mais presque mieux cadré. Celle-ci aussi, avec les gens sur les toits. Ça, c'est moi, mais bon. Puis il y en a quelques-uns encore, là. Une ou deux, celle-ci. Quand même incroyable, hein? Oui, oui. Alors, si tu indiques ton, je sais pas, $12, Bah, pour l'instant, je fais rien. J'attends encore j'attends une quinzaine de minutes. J'attends même les 3 dernières minutes. Je vais faire une première mise, juste pour titiller. Je vais faire une première mise, disons, à 11h50. oui, Ça va énerver les gens. oui, ah bon, Mais je vais être prêt pour faire une deuxième mise à 36 $. Et ensuite, je vais faire une troisième mise à 360 $. Vraiment, je suis sérieux. mais pourquoi? Pourquoi? Pour posséder ces images-là. Non, mais tu n'es pas prêt à payer 300 $. Absolument. Ben oui. Ok. Mais si personne renchérit, je l'ai à 11,50 $. Ouais. Même si ma mise maximale est 350 $, Oui. si personne en renchérit, Ah je bon? l'ai à 11,50 $. Ah oui, oui, je comprends. C'est la mise maximale que tu proposes. Si je les veux, c'est ces images-là qui vont donner toute la raison d'être à mon projet. Oui. De mon point de vue, il faut qu'il y ait des images très très fortes. Alors, tu es sûr que tu ne seras pas obligé de payer 350 $? Non, pas sûr. Non? Même si je paye 350, je m'en fous. Oui. C'est exceptionnel, là. Mais ça coûte combien un projet photographique, Gabba? Quoi, un projet photographique? Un projet prise de artistique. rue, tout, Ça coûte combien un projet artistique? Ben, ça peut coûter... Réaliser un original, Ah, une image originale. une bonne image originale, ça coûte combien? Tu dépenses combien d'argent dans la pellicule, dans le développement, Les voyages. les voyages? Ben, écoute, ça peut être 50 $ ou 5 000 $. Oui, exactement. Oui. Exactement. Il y a des trucs que je paye Ouais. 15 $ et il y a des trucs que je suis prêt à payer Ouais, 350 $. Oui. Bon, là, j'ai dit 350 pour vous j'ai dit 350 pour vous. 360, t'as dit. J'ai dit 360 pour vous, comment Ouais. dire? Impressionné? Pour vous impressionner. Ouais, ouais. Disons 320. Oh, ah oui, là, Ah, rien à voir. Là, ça va. Là, ça va, oui, oui. Non, mais je le pense vraiment, je pense vraiment que je veux ces images-là, absolument. Bon, là, ça devient très sérieux. Mais les gens, ils ont le droit de se rétracter. Non, d'après moi, ils n'ont pas le droit. Ok, d'accord. Une fois que c'est parti, ils peuvent pas. D'après moi, ils peuvent pas. Je bougerai pas avant 1 minute, disons. Il faut que tout marche bien aussi, que les connexions se fassent. Ça, le temps, est-ce que tu demandes? C'est précis, ou non. c'est- Non, C'est automatique. à la fin, comme ça, c'est précis. Ah bon. Bon. Pas de crise cardiaque. Non, mais ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve vraiment. C'est quelque chose. De vouloir posséder les images, c'est fou. C'est 911 qu'on appelle? Allez, je fais un premier move. You have been. Tu vois, alors donc, je ferme ça. J'ouvre ça. Celui-là là-bas. 36.
OK. Là, il faut attendre combien de minutes? Là, tu niaises pas. Ah bon. 28 secondes. Et comment tu sais si le 36 est dépassé? Il l'était pas. C'est pour ça. Si à un moment Mais il je est bouge. dépassé. À 14 secondes, je lance. Je veux ça. Goddamn. You will decide. Tadam! J'ai gagné, c'était 305 piastres. Bravo Michel, bravo! Tu vois, c'est tout encadré avec des passe-partout. Puis... Oui, parce que c'est l'exposition. Oui, Absolument. C'est l'exposition qui a circulé. C'est l'exposition d'Israéli qui a circulé. Oh, ma mère! Ah Oh my God! Georgette. Ma maman! Et où? Ici même. Ah. Entre Sam et moi. Avec son étole de fourrure. Oh my God. Alors, je voulais que vous regardiez ça pour une simple raison. Il y avait une question qu'on avait... C'est un peu difficile de voir, la lumière n'est pas très bonne, pardon. Alors, la question était, je pense... Qu'est-ce qui se transmet, merci cher, qu'est-ce qui se transmet entre photographes et comment? Et cette question, elle est très bien répondue par ces deux petits morceaux de vidéo, parce qu'on voit chez Gabor l'intensité du regard, une attention complète et sans réserve, une fascination qui me touche. Et je pourrais regarder ce petit morceau encore beaucoup. Et c'est aussi le fait qu'il y a une certaine parenté, parce qu'il veut vraiment protéger Michel de cette folie qu'il va faire, qu'il va dépenser 360 $. Oui, vraiment. Mais en même temps, il comprend le travail de l'artiste, il comprend vraiment que Michel doit le faire. Et pour Michel Campeau, cette vision préservée dans les archives de Gabor Szilasi évoque non seulement les souvenirs d'enfance, mais lui donne et nous donne tous une confirmation, la preuve de sa vie d'artiste. Une vie que Gabor a observée dès le début et a soutenue par sa présence. Je ne sais pas combien de fois, avec Michel, avec Bertrand Carrière, avec, je ne vais pas tous les nommer, Serge peut-être, j'ai eu une conversation avec un artiste photographe de Montréal qui m'a dit « Ah, j'ai montré ça à Gabor. » C'était comme la preuve était déjà faite de la qualité, de l'importance de faire le travail. Alors, c'est clair que c'est mutuel. Et à une deuxième question, à quoi reconnaît-on la marque de Gabor Szilasi au Québec? Je veux vous rappeler que quand Gabor est arrivé, on venait juste au Canada d'avoir lu le rapport Massey. Pas moi, parce que j'étais quand même née, OK? Normalement, c'est mon histoire personnelle, mais je peux dire que c'était en 1951 que Massey a déposé son rapport. Un rapport qui était évidemment sur l'artiste, la communauté artistique, la culture au Canada, qu'on comprend aujourd'hui comme étant élitiste et raciste. Mais il y avait quand même une observation qui est assez importante. Et je lis. Si l'on classait les pays contemporains selon l'importance qu'ils accordent aux valeurs faisant l'objet de notre enquête,
le Canada se trouverait loin de l'avant-garde, peut-être même près de la fin du cortège. Et c'est à ce moment-là que Gabor Szilasi est arrivé sur la scène. Et ce que je propose, en gardant son exposition ensemble, en pensant à son exposition, et je ne veux pas aller pas trop à l'extérieur de cette exposition que je trouve très importante, c'est que le travail de Gabor Szilasi que nous avons ici à la maison est la création d'une scène artistique. Gabor a été au centre de la création d'une scène artistique à Montréal. Il l'a construit pour nous et maintenant nous pouvons aller la voir. Donc, je vais laisser la parole à Zoé, puis ensuite on va commencer nos échanges. En fait, je voulais juste dire quelques mots. C'est pas une présentation formelle, mais je voulais juste peut-être vous expliquer un peu pourquoi je voulais faire cette table ronde dans le contexte de l'exposition. Pour moi, ce qui m'intéresse comme chercheur, c'est un peu à définir c'est quoi la photographie québécoise, ou plutôt l'histoire de la photographie québécoise. Et je m'intéresse beaucoup à la question de, quels facteurs ont influencé, ont eu un impact sur le développement de cette histoire, quels facteurs incluant des institutions, des groupes, mais aussi des individus, qui ont dévié, qui ont façonné le parcours de l'histoire. Et pour moi, donc, Gabor, c'est clair que c'est une figure marquante dans le développement. Et je pense que j'ai peut-être plus de questions que de réponses là, dans le contexte de cette table ronde. Puis j'espère que vous allez répondre aussi à mes questions. Mais dans un sens, je ne veux pas dire que il y a une essence à la photographie québécoise, une essence sur laquelle des personnes particulières, des immigrants, des groupes d'immigrants auraient eu un impact. Il n'y a pas comme de degré zéro qui est ensuite affecté. C'est plus que, comme Michel disait dans son introduction, certains individus, certains groupes, certaines institutions ont façonné, ont construit cette histoire. Et il y a beaucoup à faire, à dire dans cette écriture de l'histoire de la photographie au Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai plus de questions que de réponses en ce moment. Mais certainement, ce que j'ai pu voir dans le développement de l'exposition, c'est que Gabor est une figure constante de l'histoire à partir de 1960 à aujourd'hui. Et aussi que son impact a été beaucoup, comme Michel disait aussi, dans le non-dit ou l'histoire non officielle. Et donc, on est dans l'oralité, on est dans l'histoire orale, on est dans la relation entre les gens. Et c'est ça que je pense la vidéo dans l'exposition montre aussi. C'est une histoire orale qui n'a pas été écrite encore. Et c'est beaucoup au niveau personnel et émotionnel aussi. Donc, je vais m'arrêter dans le fond, je voudrais peut-être, en fait, relancer même la question. Bon, Martha, tu avais commencé à parler de ce qui se transmet entre photographes. Est-ce que je pourrais relancer la même question à Clara? As a photographer, what do you share with other people? What did they share with you? And you're specifically asking what photographers talk about with photographers? Oui, what do they transmit to each other? Qu'est-ce qu'ils se transmettent entre eux? I read the question. Mm-hmm. My first answer is that we talk about lenses. I knew it. Des objectifs. Oops. And it's, that really is a large part of our discussion. Cameras, that's why I said that Gabor was using a Zorki camera. That information was for the photographers in the audience. It's sometimes you do embark on conversations about your life
the life of an artist. I have a running conversation with Michel Campo about the meaning of life. But you know, and I suppose we sometimes talk about where everybody's showing and you know, that kind of practical detail. Mais je trouve ça important que tu soulignes le fait que oui, les photographes parlent entre eux de lentilles. Parce qu'il y a toujours une posture de dire, ben non, voyons, un vrai artiste, ça ne s'intéresse pas au pinceau. Là. Quand exactement, comme tu photo, dis. c'est important. Les peintres aiment beaucoup les pinceaux. Oui. Il y a des sites web qui Absolument. sont Puis le masking consacrés Ouais. aux objectifs. À la... Est-ce qu'il y a des objets en particulier qui t'ont marqué dans tes échanges, justement des objets photographiques? Tu penses à des livres? À des livres, peut-être, oui. Oui, je pense toujours aux livres. Oui, nous collectionnons tous ces livres. Oui. Est-ce que je peux Oui, c'est Martha. continuer la réponse? Mais je ne suis pas photographe, évidemment. Mais je pense que les photographes parlent beaucoup de débats et d'idées. Certainement, mes conversations, quand je me permets à me joindre aux conversations, c'est plutôt... c'est souvent Bourdieu, c'est-à-dire le milieu, et qu'est-ce qui se passe dans le milieu. C'est souvent les institutions, et comment est-ce qu'on peut démarrer les choses, pousser les choses, créer des expositions, créer des opportunités. Comment ça se fait qu'on ne publie pas ici au Québec autant qu'on aimerait, bla, bla, bla. Alors, c'est souvent stratégique. Et je pense que l'important, pour moi, ici au Québec, et chose que je n'ai pas vraiment vécue avec mes collègues, mes amis photographes à Toronto, c'est que la compétition n'est vraiment pas là. Le soutien mutuel des photographes ici est un miracle. Et vraiment. Et si vous ne le savez pas, c'est parce que vous n'avez jamais mis le pied à Toronto, simplement. Ou à Paris. Où la compétition est forte. Ici, j'ai l'impression qu'on bâtit tout le temps. Des choses sont démolies par Harper, le gouvernement, une autre fausse piste ici et là. On commence à bâtir encore. Ça me donne beaucoup d'espoir de travailler avec les artistes ici. Je suis tout à fait d'accord que nous mettons beaucoup de valeur dans la communauté, de faire partir de la communauté des artistes, des photographes. Non, justement, si on parle, en termes de construction, quand on regarde les années 60-70, justement, quelles institutions, quels lieux, quels endroits, en fait, permettaient la construction de cette photographie-là? Ben moi, j'aimerais mentionner les groupes de photographes. Donc, le groupe d'action photographique, mais aussi Photocell, que tu avais avec David. Et aussi une troisième personne, Okay. Nicholas Deichmann, OK. for 1 year, in 1970 to 1971. Et c'était un vrai groupe de C'est ça. photographes. Il y en avait d'autres aussi. Donc, c'était vraiment des... Bon, il y a des membres du groupe d'action photographique ici. Les gens se rencontraient. C'était une façon de produire ensemble, de discuter. Mais aussi, donc, Gabor a fait partie du groupe d'action photographique, s'est joint au groupe. Et mon hypothèse un peu, c'est que tu as eu un grand impact sur ce groupe-là, en partie parce que tu étais d'une génération plus âgée et donc les autres étaient plus jeunes, toi et Pierre Godard. Et donc tu amenais, peut-être que tu agis en quelque sorte comme enseignant et tu as amené ton bagage et
la génération plus jeune des baby boomers, dont Michel Campeau, Claire Beaugrand-Champagne, Roger Charbonneau, ont pris cet enseignement et ont fait quelque chose de nouveau, de différent au Québec, dont le projet d'Israéli, donc de documenter le Québec. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'on voit dans l'exposition, ce qui ressort pour moi, c'est Gabor, ton engagement vers ton grand respect continuel pour le sujet photographié. Et pour toi, ça a été aussi le Québec. Donc, tout le long de ta carrière, finalement. Et donc, c'est quelque chose que tu as donné, que tu as enseigné à des photographes du Québec nés ici. Je trouve ça vraiment intéressant comme... Donc, je sais pas si vous voulez... Moi, je peux dire aussi que je pense que c'était aussi à double sens. Je pense que Gabor, moi, je regarde aujourd'hui, j'ai 70 ans ou je vais avoir 70 ans, et je m'entoure de plus jeunes aussi, parce que c'est très dynamique, parce que c'est très vivant, parce que les idées sont nouvelles, parce que la connaissance est nouvelle aussi. Et je pense que Gabor vivait ça aussi quand on s'est rencontrés. Autant on avait une admiration pour, personnellement, son mode de vie, sa librairie, sa bibliothèque. Il a construit ma propre... Tu te souviens, on a construit ensemble ma première bibliothèque. J'avais une admiration pour le mode de vie de Gabor, pour le travail de Gabor. Mais aussi, je pense que je peux imaginer qu'on devait aussi, c'est à lui à répondre, mais on devait aussi être très stimulant pour lui. Que Gabor et Pierre Godard aient été membres du groupe d'action photographique, c'est un peu une hérésie, mais en même temps, c'est formidable. Non, mais vraiment, mon association avec toi, Claire, les autres, je pense que cette association était très importante dans le développement du documentaire au Canada, même à Saskatchewan. Il y avait des groupes à Saskatoon qui étaient un peu la même philosophie et ils ont aussi contribué l'école de documentaire à travers le pays. Oui, absolument. C'était... Mais moi, j'ai toujours... Je veux juste dire que moi, je suis de la première génération, je considère être, avec d'autres, la première génération qui avons appris qui avons vu et appris des gens comme Gabor, Pierre Godard, John Max, Michel Lambert ou Jeff, je pourrais en nommer plusieurs, Charles Gagnon, mais donc on a appris d'eux. Eux avaient appris de la photographie européenne, de la photographie, ou une émulation entre eux, de leur propre génération. Mais nous avons appris, c'était nos modèles, je crois. C'était vraiment nos modèles. On pouvait juste s'appuyer sur une photographie naissante aussi, sur la présence du service de la photographie de l'ONF et toute la dynamique que ça allait créer dans l'expérience de la photographie au Canada. Et au Québec par le fait même. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, le rapport entre les générations, on voit que c'est un moyen de transmission de l'œuvre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a eu d'autres acteurs importants dans la transmission? Well, I'd also like to address this question a little bit. Okay. I came in 1970, so the 1960s, I have no idea. Well, I mean, I know it from reading historical accounts. There was a project that was in 1971 called Photo Montreal. There were about 16 photographers. That's when I met Gabor. Michael White was the person who was the motor of organizing that. It was a little bit amorphous. We did meet at Gabor's house, and it was because he was the established photographer. But apart from that, reputation and exhibition history that Gabor already had,
I think most of us felt that it was like a big club, that we were all on sort of equal footing. So I feel that we learned from Gabor, and from Sam Tata was another important person in my personal life. David and I and Nicholas Deichmann invited Sam Tata to our very first exhibition in 1971 because we'd seen his work exhibited, and Nicholas had the idea of seeing if his number was in the phone book, and he called him up. Ron Solomon was a very important mentor in my life, and I know he was for Gabor as well. That was somebody at the National Film Board Still Photography Division. I think Ron Solomon was also encouraging to the Gap photographers at the time. So the question of generations and, the transmission from one generation to another is there. But I think the sense of sharing and community is, in fact, a greater force, is my opinion. I guess what I was trying to get at is also that Gabor was coming from elsewhere, like you. So coming from elsewhere and then interacting with photographers here. So what did he, by the time I was here, he was very established. Yeah. He had a really nice house. I remember meeting Andrea at that house. She was 6 years old. Was sitting on the steps. It's one's perspective ends up being very personal in relation to your own timeline of where you find yourself in your life at a different moment. I saw Gabor as very established and very much part of the Quebec scene at that point. Je pense qu'il faut préciser un petit peu aussi. Tu veux? Non, j'ai entendu. Non, je voulais mentionner le magazine Robo. Oui. Qui était aussi rassembleur. Oui. C'était commencé par les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal. On peut nommer Ouvo, mais on peut nommer aussi Claude Effley à la Bibliothèque nationale. On peut nommer aussi William Owing à Optica au Centaure. Si on commence à nommer, on va oublier quelqu'un, c'est certain. Moi, je veux éviter ça à tout prix. Je voulais... Pardon? Je trouve que surtout, on fait un effort de mémoire. Oui, mais je veux rappeler un petit peu les processus. Les processus parce qu'il y avait quand même... on va oublier Gabor pour une seconde, mais si je parlais à Pierre Godard, par exemple, Pierre Godard qui venait de la France, mais il avait déjà, quand je l'ai rencontré pour la première fois, une réputation. Il travaillait comme photojournaliste. Il savait comment présenter ses photos, mais il savait aussi comment se soumettre au choix des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Apprendre à développer des séries, apprendre à communiquer ce qu'on veut faire avec ces photos, soit faire des livres, faire des séquences, etc. Ça, c'est autre chose. C'est plus qu'un soutien. C'est comme c'est développer des outils pour voir le travail d'un autre et voir son propre travail. Et ça, je pense que c'est très important entre générations, à ce que j'ai vu, parce que Gabor avait quand même l'expérience de présenter ses travaux à un rédacteur, quelqu'un qui voulait utiliser ses photos. Et même chose pour Pierre. Alors, il présentait ses photos à Time Magazine ou je sais pas où. Et c'est ça qui, je trouve, qui est très important, qu'on oublie un petit peu. On parle toujours de faire la photographie, mais toutes ces étapes qui suivent, c'est vraiment l'apprentissage qui est important et qui a changé par génération. Parce que quand c'est devenu l'évaluation par les pairs, alors on a une exposition à un centre d'artistes, oui ou non,
c'est une autre histoire, je pense. Ça devient vraiment un travail d'artiste qui est très beau, mais ça change, ça enlève un petit peu cet aspect du pratique qui est de défendre ses photos, expliquer les liens, vraiment faire ce travail. Je regarde Serge parce qu'il fait ça tous les jours. Mais c'est ça. Je peux juste dire quelque chose, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai, mais c'est quelque chose qui est devenu une manière de faire. Parce que quand j'ai rencontré Ron Solomon ou Lauren Monk, on arrivait avec des photographies en vrac. Oui, absolument. Ouais. Totalement en vrac. Et ils donnaient, et s'ils voulaient acheter, ils mettaient leurs initiales derrière, d'une part. Ça a beaucoup changé d'un point de vue stratégique. Les artistes sont beaucoup plus stratégiques aujourd'hui dans la sélection des œuvres et les outils permettent. Après la mort de Ron Solomon, c'était notre grand désir, disons 3-4 ans par après, et penser que ce serait tout à fait normal qu'on développe une exposition sur le travail de sélection de Ron Solomon. On avait tous les dossiers. Il n'y avait pas un signe de son travail. C'était complètement oral. On a interviewé des photographes pour dire qu'est-ce que Ron t'a dit. Dit j'aime ça, ou j'aime pas ça, ou mets ça avec ça. Puis c'est tout. C'est tout. Alors, quand Zoé parle d'oralité, c'est vraiment important trouver manière, en tant qu'historien, de transmettre cette méthode de faire, parce que c'est une méthode. Le silence est aussi une méthode que je ne pratique pas maintenant, mais le silence est très important. Et l'attente pour le photographe, c'était finalement avec Lorraine, moins avec Ron, je pense, que Ron, je ne l'ai jamais connu. Mais avec Lorraine, c'était quand même le combat. Certain, le combat. Mais j'espère pas avec moi. Si on revient un peu à la question du statut d'immigrant, il y avait un certain nombre de lieux, il y avait un certain nombre de processus. Donc, beaucoup de ces processus-là étaient informels. C'était beaucoup d'échanges qui se faisaient de personne à personne. Mais dans ce contexte-là, quelle était la visibilité du statut d'immigrant? Donc, le fait d'être un immigrant, est-ce que c'était quelque chose qui était apparent? Est-ce que c'était quelque chose qu'on portait avec soi? Je pense par exemple à Radio-Canada où il y a un grand nombre de réalisateurs, de techniciens qui venaient de la France parce que c'est là qu'on trouvait les gens qui avaient l'expérience dans les années 50 pour constituer une télévision. Mais dans ces époques-là, pour la photographie, est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de ce qu'on portait avec soi? Est-ce que c'est quelque chose que les gens voyaient? Est-ce qu'on le soulignait? Là, tu me renvoies à l'ONF, hein? Oui, par exemple. Ben oui, par exemple. Parce que les pratiques de l'État sont toujours, évidemment, gouvernées par les politiques du moment. Donc, multiculturalism. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, et quand je fouille dans ma mémoire et je fouille dans les pratiques, c'était plutôt une propagande qu'on offrait à nos directeurs. On disait, ah oui, on a vraiment un programme multiculturel parce qu'on a Gabor Szilasi, ou bien, je rappelle bien le moment où ils nous ont demandé à l'ONF de compter le nombre de francophones qu'on avait achetés, juste pour contrer finalement ce nombre multiculturalisme. Oui? Alors, à ce moment-là, quelqu'un dit, oui, Robert Bourdeau, on l'appelait. On riait comme des fous, parce que c'était un jeu de chiffres, de rationalisation pour le gouvernement. C'était vraiment l'œuvre qui comptait. Ça paraît romantique de le dire, mais c'était
c'était ces combats, on était conscients parce que il y avait toujours manière d'attraper des fonds avec des défenses comme ça, avec des arguments comme ça. Alors, il faut absolument avoir une exposition, blablabla. Bla, bla, bla. Et ça marchait beaucoup pour, par exemple, pour des photographes qui sont arrivés au Canada, les photographes japonais qui sont arrivés en 69, 70, après le changement des règles, parce que ils étaient achetés par le service de la photographie. On voulait avoir leurs travaux, mais à part après, il y avait opportunité d'envoyer ces photos en Europe, et ça faisait, j'en ai parlé avec Gabor récemment, ça faisait une opportunité pour promouvoir la photographie. Il faut vraiment dire, je le dis toujours en anglais, parce que tout le monde voit avec Lorraine qu'elle avait comme, Lorraine Monk, qu'elle avait comme un plan Foucault, type plan, un Foucaultesque plan. Elle n'avait pas de plan. She flew by the seat of her pants, qui veut dire, de jour en jour, elle changeait ses stratégies. C'était pas toujours plaisant de travailler là, mais on travaillait pour faire la promotion de la photographie. Alors, c'est ça. Et la notion, la question de quelqu'un qui venait d'ailleurs, c'était toujours dit, le français, Pierre Godard, ou même John Max. Mais qui est quand même John Max, c'était un Montréalais. Hein? Ouais, c'est un peu ridicule. OK. Est-ce que je peux te dire 2-3 choses? John Max a quand même travaillé sur la question indienne. Oui. Je sais ça depuis dimanche dernier, grâce à Michel. Il fait un film fabuleux avec la CBC, qui est totalement absent du radar. Je vais dire quelque chose de gros, mais peut-être que le véritable artiste, dans mon esprit, le véritable artiste immigrant, c'est Serge-Emmanuel Jongué. Et on l'oublie. Il est décédé d'une part, et on l'oublie. Ben, j'ai justement une citation de lui qu'on pouvait peut-être discuter. Parce qu'en fait, c'est un peu pour ça que je posais la question, parce que Serge, en 1988, dans 13 essais sur la photographie, 13 Essays on Photography, son article « Le nouvel ordre photographique », où en fait, il fait un peu un résumé des années 60-70 de la photographie au Québec, puis il constate qu'il y a comme deux camps. Il y a un camp, Cégep du Vieux-Montréal, groupe d'action photographique, puis de l'autre côté, il y a un camp Loyola, ONF. Donc, d'un côté, une photographie documentaire, de l'autre côté, une photographie plus introspective. Et puis, Serge, en fait, il dit, les essais de regroupement du début des années 70 se caractérisent par une intransigeance marquée et une réserve excessive à l'égard de ce qui vient de l'extérieur. Paradoxalement, l'enjeu déterminant de l'immigration a été invariablement éludé, comme si, pour paraphraser Rauschenberg, dans cette lutte entre la curiosité et la timidité, la photographie québécoise n'avait pas encore réussi à percer l'opacité d'une société en devenir, à trouver cette connivence de l'album de famille qui semblait être un des moteurs privilégiés de son déploiement. En gros, est-ce que les Québécois pensent trop en termes de famille et se ferment à l'autre, finalement? Donc, c'est un peu, la substance de son propos. C'est en 1988. Ça fait déjà de ça 30 ans. Mais pour ça, je voulais en fait peut-être relancer la question à Clara. I mean, were you wearing your status as an immigrant as something day to day, or was it something that was irrelevant? Yeah, both. Both? And That's interesting. when I gave my little formal presentation, I spoke in French just to make that point. That when I find myself in situations where I'm speaking in French, or even just listening, I listen to the Radio Canada a lot, and then I'm especially aware of having come to a different culture by choice, and ultimately, it's my choice to live in this state of marginality. In my everyday life, of English life, it's really invisible. It's not something, that I think about at this point, because I've been here since 1970.
And, So you haven't been I've the been here American. for, I don't know, I came at 21. Yeah. So, in terms of knowing other immigrant photographers, it was always a fact, and in a way, nothing more, nothing less. That Sam Tada. I was interested. Sam Tada's Parsi Indian living in China, and I would ask him sometimes about his own personal history, or he would offer it. Because he would always talk about knowing Cartier-Bresson. But I would maintain that between photographers is just one fact about the person's life among many others. So work sort of is foregrounded. Well, it only shows in your work if you, in your work, address cultural, social issues. Okay. And not all photographers do that, whether they're immigrants or not immigrants. It's just, I do work in what is termed a documentary fashion, Yeah. but, Zoé, not all tu do. Moi, je pense que ce que je voulais suggérer aussi, c'est que c'est pas le statut de l'immigrant comme personne, mais plutôt l'éducation différente qui vient avec le fait de venir d'ailleurs, d'où que ça soit. Donc, c'est l'éducation et photographique, visuelle, et l'impact que la transmission de cette éducation sur d'autres a sur la photographie. Donc, le fait que, Cartier-Bresson était une personne importante pour Sam Tata et Gabor, pour toi, peut-être que c'était différent des figures américaines ou je sais pas où, tu sais. Donc, il y a une éducation visuelle que tu amènes et ensuite que tu enseignes à tes étudiants. Oui, mais là, c'est sûr je que ça vois fait longtemps. qu'est-ce là, que que tu veux dis, dire. mais Je le vois comme une façon d'analyser la voie de vivre, la vie de vivre. I actually am self-taught, as is Gabor, as I was reading in some of the accounts. So the specific term of the education doesn't ring a bell. What you bring as an immigrant is a completely different perspective that you have from having spent formative years in another culture. So it's another way of thinking that you're bringing with you. And that way of thinking, yes, does sometimes give you a particular interest in American photographers, in my case. Well, It's a question of, an attraction of taste. Yeah, it's also a value system. And I think with Serge Jonguet, we have to raise the question of race, which is, which is very important in his discussion. And he was writing in 1988 when it was becoming a very interesting and hot topic in Quebec and elsewhere. So he was a voice, huge, important voice to speak out against the kind of racism that he felt was just an undercurrent in our practice as artists and curators. It was a wake-up call from him. It's we can't play at happy families with this either. And je pense que je voulais nommer quelques personnes qui sont immigrants, qui n'étaient pas nécessairement dans la même vague que les photographes ici. Je mentionnerai par exemple Guy Bormans. Bormans, vu qu'il était belge. Pardon? On disait plus Bormans, vu qu'il était belge. Guy Bormans. Guy Bormans. Qu'est-ce que j'ai dit? Bormans. Mais je l'ai prononcé comme un anglophone. Non, je sais. En tout cas. Bon, Excuse, ça, on se comprend. Voilà. C'est Montréal. Pierre Bougart,
Ça va? Oui, ça C'est pas Bogart? C'est une voyelle longue? OK, j'arrête. Vittorio, une autre personne sur la scène qui a... Juste à gauche, ici. Yeah, et c'est exactement cette image qui m'a vraiment fait penser parce que, premièrement, je suis venue à l'exposition pour une deuxième visite avec Michael Floman, qui est au milieu, là. Et devant cette photo, Michael a commencé à pleurer. L'influence pour lui était énorme. C'était un ami, c'était un modèle. Et ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il faut aussi penser à des figures de proue qui ne font pas la même chose qu'on fait. Ils sont des modèles parce qu'ils sont passionnés par la photographie, passionnés par la vie d'artiste. Et c'est pour ça que j'ai mis l'emphase sur cette construction de cette notion d'une vie d'artiste. Et je suis contente aussi que Clara a mentionné et Michel a mentionné que c'était la mode de vie, un peu la mode de vie de Gabor qui inspirait. He can do this. He can make it. C'était très important. Et alors, c'est ça, pour chercher les lignes d'influence, c'est essentiel, je pense, pour nous comme historiens, de pas essayer de mettre soit des expositions ensemble, des images ensemble. Les inspirations peuvent venir de beaucoup de manières. Et même j'ai retrouvé le travail, en préparant pour cet événement, j'ai retrouvé le travail de Denis Plein. Ça fait des années que je pense pas à Denis Plein, qui avait une pratique importante comme journaliste. C'est pas la photographie. Peut-être le plus proche de lui serait Bertrand Carrière. À un certain moment, ils s'entrecroisent. Mais c'est ça, c'est pas une imitation, une influence de cette manière-là, mais c'est quand même un peu... c'est l'énergie de l'immigrant qui est aussi important. Et c'est une autre question importante quand on parle d'un être humain. Il faut se dire comment cette personne a eu l'énergie, l'ambition, la capacité de se séparer de tout ce qu'il savait et de venir ici, au Canada. Un choc, le Canada, pour la majorité des artistes que j'ai rencontrés qui ont fait ce voyage. Ah, comment est-ce que je m'installe ici? Et si ces gens comme Clara peuvent monter à une certaine position professionnelle, c'est non seulement la qualité de son travail, mais c'est le fait qu'ils ont fait un bond à un très jeune âge. C'est fascinant, c'est charismatic. So, l'influence, il y a beaucoup d'éléments dans l'influence. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, dans le fond, cette audace-là qui permet à certaines personnes ensuite de pouvoir s'imposer ou, en fait, de commander une certaine autorité, ou du moins, dans le bon sens du terme, dans le sens d'être une inspiration, d'être une figure inspirante pour d'autres. Est-ce que c'est peut-être un peu dans ce saut-là que ça encourage en fait d'autres photographes à dire bon ben je dois construire, je dois me lancer dans la construction de mon travail. C'est quand on voit que c'est une possibilité, l'expression qu'on utilise chez nous, c'est cet artiste m'a donné la permission. Mais la permission peut être donnée de beaucoup de manières. C'est ça que je dis. Ou cet historien m'a donné la permission de faire quelque chose qui n'est pas exactement dans le... Ça passe pas juste par les individus, ça passe aussi par les structures de diffusion aussi. C'est quand même formidable à 20 ans de pouvoir exposer au service de la photographie. Ça stimule. C'est stimulant. Oui. Et il s'est développé comme tout un réseau qui a permis à penser la photographie autrement.
penser une vie dans la photographie. À penser une vie dans la photographie. Totalement. Ouais, je peux soulever aussi un autre aspect, un autre exemple institutionnel, c'est la galerie Yajima. Donc, Michiko Yajima-Gagnon, qui est venue aussi de New York avec Charles Gagnon, a ouvert une galerie en 1974, je crois. Donc, la galerie Yajima, qui était la première galerie commerciale dédiée à la photographie au début. Not true. No. Oh no. Perception Gallery was There were up at lots. La Chance. Yeah. They just didn't live that long. Not the first commercial gallery? No? No. Okay. Right. Okay. And yeah, but I mean, okay, she was, I think your point is well taken. She was the first galeriste. Well, That's different. She came That's from. yeah, okay? What I wanted Yeah. to get at is she's sure. she's coming from New Go back York, to Zoe. where there are photo galleries. There's already a network established there. She comes to Montreal and she's like, people don't do photography as art here. And this is, I'm paraphrasing from her. And so I'm gonna make a gallery. Let's do this. So it's the ambition comes from also knowing it works elsewhere. Let's do it here. There's a lot of great work here. Let's show it and let's sell it. J'aurais peut-être, dans le fond, je pense que ce serait peut-être une dernière question. En fait, Martha a parlé en fait justement des nuances en tant qu'historien qu'il faut avoir par rapport aux questions qu'on se pose. Mais je pense qu'il y en a une qui vient, qui est toujours un peu en filigrane par rapport à l'immigration, puis on va la répondre différemment. Est-ce qu'on peut vraiment faire une équation entre les origines de quelqu'un puis la sensibilité ou l'approche qu'il utilise dans son travail? Bon, il fut un temps où il y avait une vieille histoire de l'art qui tentait de réduire toutes les formes d'expression des projets nationaux. Il y avait une manière de voir qui était française, il y avait une sensibilité anglaise. Bon, toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été quand même un peu abandonnées, mais c'est quand même des choses qui sont devenues, avec le temps, disons, une forme de mythologie, une forme de manière qu'on conçoit comment l'art se développe, même si c'est un raccourci. Mais est-ce que, dans le cas de la photographie, on a vu quelque chose comme ça? Est-ce qu'on voit, disons, une école européenne, une école américaine, justement, dans le creuset de la photo québécoise? Est-ce qu'on voit, mettons, des liens directs ou est-ce que, justement, ces liens-là sont beaucoup plus diffus à cause du contexte québécois? Est-ce que Gabor Szilasi arrive vraiment avec quelque chose de hongrois ou est-ce qu'il arrive avec quelque chose de plus complexe à cerner? Je vais lancer la question à tous. Il est arrivé avec quelque chose de terrible plus comme complexe. question. Parce qu'il a déjà commencé à faire de la photo. Ouais. Il a déjà commencé à regarder des photos, comme j'ai mentionné, de Cartier-Bresson, d'autres magazines. Il y avait d'autres sources d'inspiration aussi. Mais pour faire suite à cette question, dès qu'on est arrivé, on commence de vivre ici. Et on apporte une influence d'ailleurs, mais on commence à fréquenter des galeries, faire des amis, parler aux gens. Alors on commence à se faire influencer par des choses autour de soi. Et So you're sort of making Quebec photography from day one in a way. My view is it's often unconscious, but as soon as you look at the exhibition of somebody's work, if the work is interesting to you, it goes in your head. It becomes part of what's circulating around when you go to, make your photographs the next time, or 5 years down the road. And there are plenty of international means of circulating photographic ideas, like we said, books, magazines, travel. Well, yeah, I mean, I think all of us were looking at lots of books. Yeah.
And Quebec has the European, especially the going back and forth between Belgium and France, which adds another cultural dimension of what you're looking at. Right. So I don't think it's as simple as you just kind of arrive with a baggage and then work with that baggage. Well, which is a fitting answer. You become a hybrid. Yes. Marta, you wanted to... Well, I think that you can count on the fact, however, that curators and critics are going to bring that interpretation. Well, that's a different point of view. So, given the fact that the work does not exist in the darkroom, but comes out into the world, it comes out into the world through that portal. And I think I think difference is always fascinating. And people are looking for that. Les photographes japonais que j'étudie maintenant, c'est très clair. Leurs tirages sont très différents. Ils ont l'audace, durant les années 78, de faire des montages qu'on ne faisait pas. C'était le surréalisme photographique n'était pas à la mode, mais ils le faisaient quand même, parce qu'il avait amené quelque chose, un appétit, l'œil pour le faire, et c'était encouragé par des commissaires, des écrivains qui disaient « Oui, mais quelle est la source de tout ça ?» Alors, je pense que c'est... Quand on parle de la photographie euro-américaine, il faut comprendre que c'est le fait. It's monolithic. It's powerful. Ça, c'est le pouvoir. Donc, on peut, pour répondre à une question comme ça, il faut vraiment regarder un petit peu la périphérie, qui n'est pas soit les États-Unis, soit les capitales d'Europe. Paris, Bruxelles, même, si je prononce bien. Oui, je crois que ça va. Je suis vraiment peureuse. Non. Moi, faut que j'aille beaucoup de difficultés avec la différence, probablement. Là. Et c'est ça. Mais l'autre chose qui est importante qu'on n'a pas mentionné, je tiens à mentionner parce que ça retourne un petit peu à l'exposition de Gabor, c'est qu'on voit avec certains photographes le désir de faire quelque chose, de faire une image du pays qu'ils voient en leur imagination claire. C'est peut-être pas nécessairement des Robert Frank, mais par exemple, je pense à Walter Curtin, qui a fait un projet énorme pour photographier les musiciens canadiens. Pourquoi? Parce qu'il aimait la musique, mais deuxièmement, parce qu'il pensait que ces personnalités étaient négligées au Canada. Le fait qu'on n'avait pas de portrait de nos musiciens, on avait peut-être la tendance de faire des portraits d'écrivains, mais les musiciens, ils trouvaient négligés. Ils ne pouvaient pas supporter vivre dans un pays où on négligeait les musiciens. Donc, il a fait ce grand projet. Et je pense que cet aperçu qu'on voit avec certains pas nouveaux arrivés, mais quelqu'un qui dit « Oui, mais il y a un manque ici. Ce que vous avez est tellement, comme tu disais avant, avec Michiko, vous avez tellement de choses ici. Il faut absolument fonder une galerie puis avancer l'aspect commercial du travail. » Et on voit des petits projets qui sont dans le même vague. Des projets de faire des expositions, disons, en Europe, au Japon, vraiment, où les artistes disent, oui, mais comment ça se fait qu'on ne pouvait pas ça? Est-ce qu'ils entraînent ces idées d'ailleurs? Probablement, parce qu'ils savent qu'on peut les faire. Alors, la structure... Ce qui révèle quelque chose aussi de l'endroit où il se trouve. On a l'occasion, en fait, de pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau une première fois. Zoé? Ben, il y a aussi, c'est ça, je ne veux pas en mettre trop sur l'étrangeté, mais il y a le regard
de la personne d'ailleurs sur une culture qui est peut-être plus audacieuse ou plus objective ou plus franche donc c'est quand même intéressant que Pierre Gabor, Sam Tata, tout cela ont représenté le Québec, la culture québécoise, le Québécois. L'étranger, Michel Saint-Jean, quelque chose qui est important et super, il peut prendre une photo d'une femme en fourrure qui est, je sais pas qui, pas importante. Il connaît pas tout le monde, donc il voit une femme en fourrure, prend sa photo. C'est la mère de Michel Campeau. Il va la retrouver. Tu vois, c'est un peu, le nouveau arrivé peut être un peu plus démocratique. Il ne cherche pas la femme du ministre ou la femme du maire. It's all strangers. Donc, il va prendre une photo. Simplement la photo qu'il faut prendre. Et c'est à ce moment-là, les archives deviennent tellement importantes pour nous. Parce que c'est une autre... c'est comme un sondage du milieu. Parlant de sondage du milieu, je pense qu'on va peut-être passer s'il y a des questions dans l'audience. Est-ce qu'on a, à part Michel, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient intervenir? Non, il a très bien intervenu. Mais je peux, Commentaire. je peux faire aussi un dernier commentaire. Moi, ce qui me fascine dans cette présentation, c'est pas la découverte du travail hongrois de Gabor que je connaissais en partie, mais j'ai eu l'impression que Gabor nous montrait des images inédites. Il me semble qu'il y avait des choses que je n'avais jamais vues, des images hongroises. Mais de voir les images américaines de Clara, wow! Là, ça donne un éclairage incroyable à vos travaux québécois, canadiens ou nord-américains. Tu parles de la photo que David a. Ah, je sais pas si toi t'en as fait, c'est David. Oui. Mais ça donne quand même un Moi, éclairage. j'ai commencé à faire de la photo quand je suis arrivée C'est ici. Alors, Je n'ai pas de complexe, mais David, en tout cas, il était déjà ici quand il a pris cette photo. D'accord. Par rapport à quelqu'un comme Sam, qui déjà, je pense, à l'époque, montrait ses photographies d'Inde, ou Pierre Godard qui avait... Pardon? La Chine aussi beaucoup. Oui. Et Pierre Godard qui rapidement avait voyagé au Mexique. Et je trouve que ces images éclairent le fondement des travaux de Gabor.